Une des particularités des animés, c'est qu'ils ont vraiment aucune limite. Ça peut être un mec qui se réincarne en distributeur automatique, me demandez pas pourquoi, ou encore un chômeur qui se fait aspirer par ses toilettes et qui devient un super-héros qui doit sauver le monde. Parfois je me demande vraiment où les auteurs vont chercher les scénarios. Mais malgré le fait que ça soit généralement de la fantasy, on retrouve parfois des animés qui se basent sur la réalité. Certains sont inspirés par les expériences des auteurs, comme pour Bakuman, et d'autres plutôt par l'époque historique, que ça soit des personnalités célèbres, des lieux ou encore des événements réels. Aujourd'hui, on va voir 5 animés qui sont basés sur des histoires vraies. Au début des années 2000, un homme du nom de John Titor déclare sur des forums internet qu'il était un voyageur temporel de 2036. Il a mis en garde le monde contre une guerre mondiale qui approcherait bientôt et des retombées nucléaires. Il dit être remonté dans le temps pour récupérer un ordinateur IBM 5100 et il a posté sur des forums des schémas de sa machine à voyager dans le temps, il a expliqué les mécanismes de son voyage dans le temps et il a même fait des prédictions sur l'avenir. Heureusement pour nous, aucune de ces prédictions ne s'est réalisée, mais son histoire a donné naissance à Steins Gate, qui a pris cette ruse et qui l'a développé jusqu'à en faire un animé très populaire en 2011. L'animé suit l'histoire d'un savant fou et ses amis qui essayent de changer le monde après avoir appris qu'ils peuvent envoyer des SMS dans le passé. Dans l'animé, John Titor joue un rôle majeur dans la conduite de l'histoire et il est étroitement lié à la construction du monde. Bref, Steins Gate a réussi à prendre ce qui était à la base un canular internet et à créer une histoire de voyage dans le temps incroyable. Full Metal Alchemist, c'est plus de 70 millions d'exemplaires vendus, 2 adaptations animées et 2 films sortis en salle. C'est un des mangas les plus cultes de tous les temps. Lors de la création du monde de FMA, Arakawa a été inspirée après avoir lu sur l'Europe pendant la période de la révolution industrielle. Elle a été étonnée de voir à quel point les gens de différents pays étaient différents en termes de culture, d'architecture et de vêtements. Elle s'est beaucoup intéressée à l'Angleterre pendant cette période et l'a ajouté à sa propre œuvre pour en faire un monde fantastique. Le premier film suit le premier animé sorti en 2003. Tout comme dans la réalité, il se déroule en 1923 en Allemagne et il raconte le début du parti nazi au milieu de la politique allemande qui n'était qu'un groupe d'extrémistes à ce moment-là. D'ailleurs, Arakawa a dit qu'elle n'a pas utilisé de pays ou de culture spécifique pour créer Amestris, mais plutôt une combinaison de plusieurs pays européens de plusieurs périodes différentes entre le 17e et le 19e siècle, et plus précisément les changements survenus en Europe de l'Ouest pendant la période de la révolution industrielle. Amestris pourrait du coup être considéré comme l'équivalent de l'Allemagne de cette période. La guerre civile contre les Ishval pourrait être une référence au génocide des Herero qui a duré de 1904 à 1908. Tout comme les Ishval, le peuple Herero vivait dans un désert avec peu d'eau et était principalement des éleveurs de bétail. Lorsqu'ils se sont rebellés contre les autorités coloniales allemandes, ils se sont fait massacrer et la plupart d'entre eux sont morts de faim. Après avoir été déplacés dans le désert, beaucoup d'entre eux ont tenté de fuir, mais sont morts de déshydratation et de faim. Seulement quelques-uns ont réussi à fuir, tout comme les Ishval dans Full Metal Alchemist. L'oppression raciale est un des principaux thèmes dans FMA. Arakawa a grandi à Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon. Elle a une longue histoire et elle n'est pas toute rose. Arakawa a admis dans une interview que son intérêt pour le sujet de l'oppression raciale vient du fait qu'elle a grandi dans un endroit qui historiquement a opprimé les Ainu, qui ont été chassés par les Japonais et qui se sont fait prendre leurs terres. Les notes d'Arakawa montrent que ses propres ancêtres étaient ceux qui ont déplacé les Ainu, et certains de ses proches font maintenant partie de ce peuple. L'histoire de sa famille avec les Ainu l'a incité à sensibiliser le public à la question, et elle l'a représenté dans Full Metal Alchemist lorsqu'on voit la majorité raciale Amestris qui opprime la minorité Ishival à la peau plus foncée, au point de les avoir presque anéantis. Elle a même mentionné dans une interview qu'elle pense que c'est un problème vraiment grave dans le monde, que les gens ne font aucun effort pour en savoir plus sur ce genre de situation, et qu'ils s'en détournent ou ne les voient que d'un seul point de vue. Le tombeau des Lucioles, il est considéré comme l'un des films de guerre les plus impactants de tous les temps. La Seconde Guerre mondiale a été une période traumatisante pour le monde et le Japon n'a pas fait exception. Et l'un des buts de l'art, c'est justement de prendre cette douleur commune et de la transformer en histoire pour dénoncer les atrocités de la guerre. Le tombeau des Lucioles raconte justement ce genre d'histoire. D'abord sorti en 1967 sous forme de nouvelle, puis adapté en film en 1988 par le studio Ghibli, il raconte la semi-autobiographie de son auteur Akiyoki Nosaka. Nosaka a vécu l'attentat à la bombe de Kobe en 1945 et il a perdu son père adoptif qui était dans la marine japonaise à l'époque. Il a également perdu ses 2 sœurs à cause de la malnutrition. L'intrigue a donc été beaucoup influencée par la propre vie de Nosaka et on peut dire que le personnage de Seita pourrait être considéré comme sa propre personne. Le film suit l'histoire des jeunes Seta et Setsuko, dont la mère a malheureusement été tuée dans un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme Seta, Akiyoki Nosaka tente désespérément de garder sa petite sœur en vie, mais il la perd à cause de la malnutrition et il se blâme pour son décès. Ce film, qualifié de film anti-guerre, fait plus que raconter un simple événement horrible. Les images, les thèmes et la narration mettent en évidence le caractère éphémère de la vie et la façon dont l'humanité regarde vers l'avenir.
Tout comme le film précédent, ce film d'animation est très connu pour être basé sur la vie de l'ingénieur aéronautique Jiro Horikoshi. Il était responsable de la conception et de la construction du Mitsubishi A6M0, un avion de chasse léger avec une meilleure maniabilité mais avec moins d'endurance. Pour le Japon, ça a donné un gros avantage en combat aérien et le monde entier a ressenti son effet. C'était aussi le modèle utilisé lors de la célèbre attaque de Pearl Harbor pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais sous la direction artistique de Hayao Miyazaki, le film choisit de ne pas se concentrer sur les ramifications en temps de guerre du travail d'Horikoshi. Au lieu de ça, le film prend une certaine liberté créative pour dépeindre Horikoshi comme un artiste, s'attaquant à l'énigme morale de se consacrer à son métier plus qu'à sa vie. Le film se livre à une version plus romancée de la personne historique pour raconter une histoire différente. La Chine, c'est un pays source d'inspiration pour les mangaka et il y a je ne sais combien d'histoires tirées de contes chinois. Kingdom, lui, tente de s'ancrer dans le réalisme en romançant l'ère de la réunification de la Chine. Kingdom, c'est un seinen historique de Yasuhisa Hara. On suit l'ascension d'un jeune homme nommé Shin, dont le rêve qu'il partage en commun avec son meilleur ami Yo est de devenir un grand général de l'armée de Qin, qui est un des 7 principaux royaumes de la Chine. Mais sa condition d'esclave ne lui permet pas d'envisager cet avenir. Heureusement pour lui, sa route croisera celle de Heisei, futur roi de Qin, et qui a pour objectif la réunification de la Chine. Dans l'histoire de la Chine, ce personnage a vraiment existé. Heisei correspond en réalité à Qin Shi Huang, le réunificateur de la Chine à la fin de la période des royaumes combattants qui a duré en tout 3 siècles. Qin Shi Huang, c'était le roi de l'état de Qin et il a mis fin à la période des royaumes combattants en soumettant les 6 autres états. Ce roi est très connu pour tout ce qu'il a apporté à la Chine, d'ailleurs c'est aussi lui qui est à l'origine de la fameuse muraille de Chine, mais il est aussi très connu pour sa cruauté. Après, heureusement que le manga ne fait pas l'apologie de ce roi et que l'auteur a pris une certaine liberté artistique. Mais c'est pas tout, parce que le personnage principal, Shin, est lui-même aussi basé sur le général Li Shin, qui était l'un des généraux les plus forts de l'époque et qui a aidé Qin Shi Huang à réunifier le royaume, tout comme Shin va aider Heisei dans sa quête. La seule différence, c'est que le vrai Shin était un descendant d'une famille noble. Comme vous l'avez vu, il y a certains animés qui s'inspirent de faits réels, ce qui peut rendre les histoires plus intéressantes à découvrir, et le fait de savoir que ça a vraiment existé, ça nous rapproche un peu plus de l'œuvre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je ferai peut-être un deuxième épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissez d'autres animés inspirés de faits réels en commentaire. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, sur ce les gars, c'était Raifi, à la prochaine.